Le Théétète de Platon, dialogue sur la science, suite. Socrate. Il reste par conséquent qu'on peut juger faux dans le cas suivant. Je te connais et je connais Théodore, et j'ai dans mon bloc de cire vos empreintes à tous deux, comme si elles étaient gravées par un cachet. En vous apercevant de loin et indistinctement, je m'efforce d'appliquer la marque propre à chacun de vous à la vision qui lui est propre, et de faire entrer et d'ajuster cette vision dans sa propre trace, afin que la reconnaissance se fasse. Il peut alors se faire que je me trompe en ces opérations, que j'intervertisse les choses, comme ceux qui mettent à un pied la chaussure de l'autre pied, et que j'applique la vision de l'un et de l'autre à la marque qui lui est étrangère. On peut dire aussi que l'erreur ressemble à ce qui se produit dans un miroir, où la vue transporte à gauche ce qui est à droite. Il arrive alors que l'on prend une chose pour une autre et qu'on a une opinion fausse. Théétète. Je le crois en effet, Socrate, tu décris merveilleusement ce qui arrive à l'opinion. Il y a encore un autre cas, c'est celui où, connaissant l'un et l'autre, je perçois en outre l'un mais pas l'autre, et que la connaissance que j'ai du premier n'est point d'accord avec ma perception. C'est un cas que j'ai décrit précédemment, mais à ce moment-là, tu ne m'as pas compris. Non, en effet. Ce que je disais, c'est que si l'on connaît l'un, qu'on le perçoive, et si la connaissance qu'on en a est conforme à cette perception, on ne le confondra jamais avec n'importe quel autre que l'on connaît, que l'on perçoit, et dont on a aussi une connaissance en accord avec la perception. Était-ce bien cela? Oui. Mais je mettais le cas dont je parle en ce moment, où l'opinion fausse, disons-nous, se produit ainsi. On connaît l'un et l'autre, on voit l'un et l'autre, où l'on a de l'un et de l'autre quelque autre sensation. Mais les deux empreintes ne correspondent pas chacune à la sensation qui lui est propre, et comme un mauvais archer, on lance son trait à côté du but et on le manque, et voilà justement ce qu'on appelle erreur. Et l'on a raison. Et maintenant, quand on a la sensation des signes de l'un mais non de l'autre, et qu'on applique à la sensation présente ce qui appartient à la sensation absente, la pensée fait un jugement absolument faux. En un mot, sur ce qu'on n'a jamais su ni perçu, il n'est pas possible, semble-t-il, de se tromper, ni d'avoir une opinion fausse, si du moins ce que nous disons à présent est fondé en raison. Mais c'est précisément dans les choses que nous savons et que nous sentons que l'opinion roule et tourne et se révèle fausse ou vraie. Quand elle ajuste directement et exactement à chaque objet les empreintes et les marques qui lui sont propres, elle est vraie. Si elle les ajuste obliquement et de travers, elle est fausse. Voilà une excellente explication, n'est-ce pas, Socrate? Tu en conviendras encore davantage quand tu auras entendu ceci, car il est beau de juger vrai et honteux de juger faux. Naturellement. La différence tient, dit-on, à ceci. Quand la cire qu'on a dans l'âme est profonde, abondante, lisse et pétrie comme il faut, et que les objets qui viennent par les sens se gravent dans ce cœur de l'âme, comme l'appelle Homère, par allusion à sa ressemblance avec la cire, alors les empreintes qu'ils y laissent sont pures, suffisamment profondes et durent longtemps, et les hommes qui ont de telles âmes ont d'abord de la facilité à apprendre, puis de la mémoire, et enfin ils ne confondent pas les empreintes de leurs sensations et forment des jugements vrais. Ces empreintes étant nettes et bien espacées, ils ont vite fait de les rapporter chacune à leur cachet respectif, les choses réelles comme on les appelle, et ces âmes sont appelées des sages. Cela ne te semble-t-il pas exact? Merveilleusement. Au contraire, quand le cœur d'un homme est velu, qualité vantée par le poète dont la sagesse est parfaite, ou quand la cire mêlée d'ordures est impure ou très humide et très sèche, ceux dont la cire est molle sont prompts à apprendre mais oublieux, et ceux dont la cire est dure, le contraire. Ceux chez qui elle est velue et dure comme de la pierre, et mélangée partout de terre ou d'ordures, reçoivent des empreintes indistinctes. Elles sont indistinctes aussi quand la cire est sèche, car la profondeur manque, et indistinctes encore quand la cire est humide, car elles se fondent ensemble
et deviennent vite confuses. Mais si, outre tout cela, elles s'accumulent les unes sur les autres faute de place dans quelque âme petite, elles sont plus indistinctes encore. Tous ces gens-là sont dès lors sujets à juger faux. Car lorsqu'ils voient ou entendent ou conçoivent quelque chose, ils sont incapables d'assigner chaque chose à son empreinte, ils sont lents, prennent une chose pour une autre, et la plupart du temps ils voient, entendent et pensent de travers. Aussi dit-on d'eux qu'ils se trompent sur les réalités et sont des ignorants. On ne peut rien dire de plus juste, Socrate. Alors, affirmerons-nous qu'il y a en nous des opinions fausses? Certainement. Et des vraies aussi? Des vraies aussi. Nous tenons donc à présent pour un point suffisamment décidé que ces deux sortes d'opinions existent certainement? Oui, parfaitement décidé. En vérité, tête, il y a des chances qu'un bavard soit une créature étrange et déplaisante. Pourquoi? À quel propos dis-tu cela? C'est que je suis fâché d'être rétif à comprendre et d'être un véritable babillard. Car de quel autre terme se servir à l'égard d'un homme qui tiraille les arguments dans tous les sens et qui a peine à en finir avec chacun d'eux? Mais toi-même, de quoi es-tu fâché? Je ne suis pas seulement fâché, je crains encore de ne savoir que répondre si l'on me demande. Tu as donc découvert, Socrate, que l'opinion fausse ne se rencontre ni dans les rapports naturels des sensations, ni dans les pensées, mais dans l'ajustement de la sensation à la pensée? Je répondrai oui, je présume, et je m'applaudirai de cela comme d'une belle découverte. Il me semble, à moi, Socrate, qu'il n'y a pas lieu de rougir de la démonstration qui vient d'être faite. Ainsi, poursuivra-t-il, tu prétends que jamais nous ne pouvons penser qu'un homme, auquel nous pensons simplement sans le voir, est un cheval que nous ne voyons ni ne touchons pas non plus, mais auquel nous pensons simplement sans avoir de lui aucune sensation? Je dirais, je pense que c'est bien cela que je prétends. Et tu auras raison. Mais alors, dira-t-il, ne suit-il pas de là qu'on ne prendra jamais le nombre 11, qui n'est conçu que par la pensée, pour le nombre 12, qui lui aussi n'est conçu que par la pensée? Allons maintenant, c'est à toi de répondre. Eh bien, ma réponse sera qu'à l'égard des objets qu'on voit ou qu'on touche, on peut confondre 11 avec 12. Mais que pour les nombres qui sont dans la pensée, on ne saurait jamais en avoir cette opinion. Quoi donc? Penses-tu qu'un homme ne se soit jamais proposé d'examiner en lui-même 5 et 7? Je ne dis pas 7 hommes et 5 hommes, ni quoi que ce soit de pareil, mais les nombres mêmes, 5 et 7, dont nous disons qu'ils sont imprimés comme souvenirs dans notre bloc de cire, mais sur lesquels nous prétendons qu'il est impossible de faire un faux jugement. Penses-tu, dis-je, que si des hommes ont jamais examiné ces nombres mêmes en se parlant à eux-mêmes et en se demandant quelle somme ils font, l'un d'eux est dit et cru qu'ils font 11 et l'autre qu'ils font 12, ou bien tout le monde dit-il et croit-il qu'ils font 11? Non, par Zeus, beaucoup disent 11, et plus le nombre considéré est grand, plus il y a de chances d'erreur, car je suppose que tu veux parler de toute espèce de nombre. Tu as raison de le supposer. Considère maintenant si dans ce cas on ne prend pas tout bonnement pour 11 le 12 même qui est imprimé dans la cire. Il semble bien. Nous voilà donc revenus à nos premiers arguments. Car celui qui se trompe de la sorte pense qu'une chose qu'il connaît est une autre chose qu'il connaît également. Ce qui avons-nous dit est impossible, et c'est pour cette raison même que nous avons conclu, comme une chose nécessaire, qu'il n'y a pas d'opinion fausse, autrement, c'était contraindre le même homme à savoir et à ne pas savoir en même temps la même chose. C'est parfaitement exact. Il faut donc montrer que l'opinion fausse est tout autre chose qu'un désaccord de la pensée et de la sensation. Si en effet c'était cela, nous ne nous tromperions jamais dans nos pensées pures. Mais en réalité, ou il n'y a pas d'opinion fausse, ou il est impossible qu'on ne sache pas ce qu'on sait. Laquelle de ces deux alternatives choisis-tu? C'est un choix bien embarrassant, Socrate, que tu me proposes là.
On ne peut pourtant admettre les deux. Il y a des chances que l'argument ne le permette pas. Mais puisqu'il faut tout oser, si nous essayons de mettre bas toute pudeur, comment? En nous résolvant à dire quelle sorte de chose peut bien être le savoir. Et qu'y a-t-il en cela d'impudent? Tu ne parais pas avoir conscience que toute notre conversation dès le commencement n'a été qu'une enquête sur la science, vu que nous ignorions ce qu'elle peut être. J'en ai parfaitement conscience. Eh bien alors, ne trouves-tu pas qu'il est impudent, quand on ne sait pas ce qu'est la science, de vouloir montrer en quoi consiste le savoir? La vérité tête, c'est que depuis un bon moment, notre discussion est gâtée par un vice de logique. Nous avons dit 100 fois nous connaissons et nous ne connaissons pas, nous savons et nous ne savons pas, comme si nous comprenions de part et d'autre, alors que nous ignorons encore ce qu'est la science. Et pour t'en donner une nouvelle preuve, en ce moment même, nous nous servons des termes ignorer et comprendre, comme si nous avions le droit d'en user, alors que nous sommes privés de la science. Mais de quelle manière discuteras-tu, Socrate, si tu t'abstiens de ces termes? D'aucun étant l'homme que je suis, mais je le pourrais si j'étais un disputeur. Si un tel homme était ici en ce moment, il affirmerait bien qu'il s'abstient de ces termes et me tenserait vertement sur les mots dont je me sers. Mais puisque nous ne sommes que de pauvres discoureurs, veux-tu que je m'aventure à dire ce que c'est que savoir, car il me semble que nous aurions profit à le faire. Ose donc le dire par Zeus, et si tu ne passes pas de ces termes, on te le pardonnera facilement.